Oh, et je me tourne vers Hélène Fratt qui nous a rejoint pour la revue de presse internationale. Et on va la commencer, cette revue de presse aux États-Unis, où Mike Pence a donc officiellement accepté cette nuit de devenir le colistier de Donald Trump pour la présidentielle de novembre. Le gouverneur de l'Indiana a pris la parole cette nuit lors de la convention républicaine de Cleveland pour vanter les mérites de son peut-être futur patron, évoqué comme un homme qui n'abandonne jamais, qui ne renonce jamais à un battant, un gagnant, je le cite. Des louanges destinées surtout à se convaincre lui-même et ses camarades que oui, Donald Trump est bien le meilleur candidat possible pour le camp républicain et que oui, il fera l'affaire s'il parvient à se faire élire. C'est ce qu'écrit ce matin le site américain Vox avec pas mal d'ironie. Le site rappelle les réticences, pour ne pas dire la détestation, inspirée à une partie de ses pairs par le tycoon à la chevelure rousse, expliquant que le choix de Mike Pence, figure qui est très populaire au sein de la droite religieuse, au profil nettement plus lisse, est une tentative de Donald Trump pour corriger quelque peu son image sulfureuse, un geste d'apaisement finalement envers le Parti républicain. La différence de style et de profil entre les deux hommes explique le ton très peu Trumpesque du discours prononcé cette nuit par Mike Pence, selon The Observer, un site, il faut le noter, dirigé par l'actuel mari de l'ex-femme de Donald Trump, Ivanka Trump. Ce site donc relève la façon dont Pence a choisi de s'effacer devant son colistier, disant « nous » plutôt que « je » et déclarant notamment que Donald Trump, connu pour sa forte personnalité, son style haut en couleur et son grand charisme, je le cite, avait probablement voulu équilibrer le ticket en le choisissant lui. Mariage de raison donc pour exaucer les vœux de la famille républicaine. C'est aussi le sens de cette analyse qu'on a trouvée sur le site Yahoo, la version US du site Yahoo, qui évoque le tandem Trump-Pence comme l'un de ces couples tout juste mariés qui tentent de convaincre les services d'immigration qu'ils sont tombés éperdument amoureux, malgré le fait qu'ils se sont rencontrés une semaine auparavant et que l'un d'eux a réellement besoin d'une carte verte. C'est pour ça qu'ils font autant de photos ensemble. On en parlait dans le journal avec notre correspondante à Istanbul. En Turquie, le président Erdogan vient donc d'annoncer hier soir l'instauration de l'état d'urgence pour 3 mois. Et ça, bien sûr, après le putsch manqué contre lui. La décision du chef de l'État turc est présentée par Slate comme un moyen de s'assurer un contrôle quasi absolu sur le pays, dans la mesure où l'état d'urgence va le libérer de presque tous les freins constitutionnels, lui permettant donc de poursuivre les purges lancées contre les milieux turcs qu'il soupçonne de soutenir son principal opposant, le chef religieux Fethullah Gülen. Est-ce son exil aux États-Unis qui a porté Erdogan à accuser d'autres pays d'être impliqués dans la tentative de coup d'État? Ces accusations font la une, en tout cas, de L'Orient le Jour, qui précise que le président turc n'a cité aucun de ces pays. Depuis le 15 juillet, plus de 55 000 personnes ont été suspendues, arrêtées ou mises en examen, s'inquiète le journal libanais. Tandis que le quotidien pro-gouvernemental turc Sabah évoque le début d'une nouvelle ère ouverte par le putsch manqué, saluant à la fois les réflexes démocratiques du peuple turc et le leadership d'Erdogan, qui aurait permis l'entrée dans une période au cours de laquelle la consolidation de la démocratie ne pourra plus être remise en cause, je cite. Ça, c'est une certitude qui est loin d'être partagée par l'Union européenne. Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, a notamment prévenu qu'il n'y avait aucune excuse pour que la Turquie prenne des mesures pour s'éloigner de l'état de droit. Je la cite, « L'UE ne peut pas se permettre de voir la Turquie glisser dans un chaos autoritaire », prévient le journal d'opposition turc Hurriyet, qui rappelle à quel point le dialogue entre Bruxelles et Ankara est crucial dans la résolution du conflit syrien et la crise migratoire. Imaginez que ce dialogue, que cette coopération puisse se poursuivre avec un régime islamiste autoritaire en Turquie est illusoire, assure le quotidien. Direction pour finir, Hélène, le Nigeria, toujours aux prises avec le terrorisme de Boko Haram, et ça notamment dans l'état du Borno, c'est dans le nord-est du pays. Le site de l'Obs a recueilli le témoignage de Jean-Henri Bradol, l'ex-président de MSF, qui est de retour de la ville de Bama. Ce qu'il décrit, c'est une situation dramatique, une population qui se retrouve à présent coincée entre la secte djihadiste et l'offensive militaire du gouvernement. Bama, dit-il, est une ville fantôme où les déplacés, 10 000 personnes environ, sont regroupés dans un camp de 400 mètres sur 400, confrontés à une situation épouvantable, je le cite. Ce médecin raconte l'eau qui ruisselle dans des abris de fortune où il est impossible de dormir, des latrines de fortune elles aussi qui débordent, citant le chiffre de 15% d'enfants sévèrement dénutris, mais aussi les adultes, ce qui est très alarmant et rare selon lui.
Dans les autres camps, particulièrement reculés et enclavés, la situation est certainement pire, s'alarme ce médecin qui annonce ce matin un appel aux dons de la part de MSF. Voilà, c'est un témoignage à retrouver donc sur le site de l'Obs. Merci Hélène Frade pour cette revue de presse internationale. Il est maintenant 9h26 ici à Paris. Dans un instant, c'est la météo et puis un nouveau journal, nouvelle demi-heure d'information. Paris Direct continue donc. Restez avec nous sur France 24.